Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui l'incroyable histoire du palais du duc Jean de Berry et de la Sainte-Chapelle de Bourges. Nous nous trouvons actuellement devant les uniques restes du palais ducal qui faisaient, avec la Sainte-Chapelle, la fierté et la puissance de la ville pendant plusieurs siècles. Bourges est sur un promontoire calcaire qui a été entouré d'une muraille gallo-romaine et on plaque à partir de la fin du XIIe siècle les beaux monuments de Bourges sur la muraille gallo-romaine. Le palais atteindra une longueur d'un peu plus de 180 mètres. Le palais est construit sur l'emplacement de la demeure des gouverneurs romains, puis des vicomtes de Bourges. On peut d'ailleurs voir dans les caves du palais les restes d'une fontaine monumentale de l'époque gallo-romaine qui daterait du IIe siècle. Il y avait le petit palais qui est actuellement la préfecture. Le grand palais, c'est salle immense, dans la grande de 52 mètres de long et 16 mètres de large qui sont tournées de plusieurs énormes cheminées ouvragées. Vous aviez ce qu'on appelle la grande salle qui a été détruite à la Révolution française et qui était la deuxième plus grande salle du royaume après celle de Paris. Et nous avons eu la chance d'accéder à la salle d'apparat du palais ducal. Le duc Jean de Berry était le fils du roi Jean le Bon et fut un grand constructeur de monuments et de palais. Il fit construire ce palais royal et cette Sainte-Chapelle qui était l'une des plus belles représentations de l'architecture gothique de l'époque. Le duc Jean de Berry, fils du roi Jean le Bon, fut un constructeur de monuments et de palais. Ce n'était sans doute pas un grand politicien, mais dans le domaine du mécénat, il est le premier à s'être fait une certaine réputation. Dans la région, il construisit de nombreux monuments et participa à de grandes causes. Il créa un zoo, il encouragea des artistes et leur commanda de nombreux chefs-d'œuvre comme les traits régisseurs du duc de Berry, le muste des livres dans le milieu. Il meurt en 1416 à l'âge de 76 ans. On dit qu'il aura bien vécu. Dans ce qui reste de son palais, qui appartient maintenant au Conseil général du Cher, se tiennent dans la grande salle de nombreuses manifestations officielles de prestige. Cet édifice sera néanmoins détruit en 1986 lors du dernier grand incendie de Bourges. Seulement, cette pièce restera intacte et originale. Par exemple, ici, nous avons une très belle cheminée. Jean de Berry s'est marié 2 fois, pour la petite anecdote. Une première fois avec Jeanne d'Armagnac, et cette jeune femme, elle va lui donner des enfants, mais elle va lui donner des garçons et des filles, mais quand il va mourir, eh bien, il n'y aura plus que 2 filles qui seront vivantes. Donc, son apanage au duc Jean de Berry, le Berry, va retourner à la couronne de France, puisqu'il n'y a pas de mâle comme descendance. Et puis, donc lui, il se marie, on dit la première fois, pour la petite anecdote, il se marie à 19 ans, et elle a 12 ans. Et elle va mourir, et lui va vite se remarier. Il se marie, elle a 12 ans, et lui, il en a encore 49. Vous voyez un petit peu la différence d'âge. Et on dit qu'il se marie avec Jeanne de Boulogne, et on dit que le roi, Charles VI, se moquait de lui. Il lui a dit, mon oncle, qu'est-ce que vous allez faire qu'une jeune fille comme ça qui est à cet âge-là? Et bien, il a dit qu'il l'épargnera 3 ou 4 ans, voire plus s'il le faut. Voilà. Et elle, bien sûr, vu la différence d'âge, elle ne lui donnera pas d'enfant. La maison des trésoriers de la Sainte-Chapelle de Bourges, construite en 1418 pour abriter les biens les plus précieux de la fondation royale voulue par le duc de Berry, est constituée de plus de 300 objets, livres d'heures, reliquaires et pièces d'orfèvrerie. Ne reste que le portail d'entrée. Donc, dans le palais ducal, il y avait aussi une salle du trésor et ce qu'on appelait la librairie, qu'on appellerait aujourd'hui plus facilement la bibliothèque. Et on sait qu'à son décès, eh bien, le duc Jean de Berry avait plus de 300 livres dans sa bibliothèque. Des livres d'heures, donc des livres religieux. Par exemple, donc un livre d'heures au Moyen-Âge est un livre de prière pour laïcs. Et on connaît du duc Jean de Berry les traits régisseurs, les belles heures, les grandes heures, mais il avait aussi d'autres livres beaucoup plus scientifiques. Donc on sait que, donc je dis tout à l'heure qu'il collectionnait, alors c'était pas le bon mot, parce qu'il y avait un échange dans les livres, et on sait que le duc Jean de Berry de temps en temps prenait un livre pour l'offrir à un de ses proches, et qui recevait également des livres en cadeau. Donc c'est une collection qui bougeait.
il n'était pas figé. Avant la Révolution, la Sainte-Chapelle de Bourges contenait un trésor de vitraux, de coupes, le tombeau en marbre du duc, des pleurants ainsi que des priants. Elle a été fondée par un descendant de Saint-Louis. Elle est adossée au palais. Elle a le même modèle architectural que celle de Paris et les prières doivent être dites selon le rite parisien. Cependant, elle fut touchée par un ouragan en 1756, ce qui la détruisit. Elle contiendrait un fragment et un clou de la croix de la crucifixion du Christ. Le reliquaire du fragment de la croix de la crucifixion du Christ a été transféré à la cathédrale puis a dû être détruite à la Révolution française. Nous nous trouvons actuellement devant les restes de statues qui étaient dans la Sainte-Chapelle de Bourges. La Sainte-Chapelle de Bourges fut construite assez rapidement entre 1392 et 1397 et c'est Drouot de Damartin qui assure la direction du chantier. En 1405, l'édifice est opérationnel et ce sont 45 personnes qui en forment le chapitre. Elle est dédiée à Saint-Sauveur. Quoi qu'il en soit, la chapelle a été détruite en 1757. Irrémédiablement perdue, cette bâtisse, faite à la semblance de celle de Paris, est beaucoup plus magnifique et excellente du jugement des architectes, dit Jean Chaumont dans son Histoire du Berry. La Sainte-Chapelle a été consacrée en avril 1405. Elle a été consacrée et elle avait un grand lustre qui n'a été apparemment, pas avec l'électricité, qui n'a été allumé par les chandelles que 2 fois. Donc on l'a mis donc, du temps du duc Jean de Berry et aussi quand Jeanne de France, duchesse de Berry, qui était donc la fille de Louis XI, est décédée, on a allumé le lustre de la Sainte-Chapelle. Et c'est un monsieur qui s'appelle Dumoutet, qui est du 19e siècle, qui s'est inspiré du dessin du lustre de la Sainte-Chapelle pour faire le lustre de la cathédrale. Âgé, le duc Jean de Berry pensait à son âme. Il avait demandé que son corps soit placé dans un tombeau digne de sa notoriété. Il commanda à Jean de Cambrai, un de ses sculpteurs préférés, un tombeau comprenant sur un socle, son gisant avec entre les deux parties une quarantaine de personnages sculptés dans du marbre ou de l'albâtre, les célèbres pleurants. Le tombeau était inachevé à la mort du duc en 1416, puisqu'au milieu du XVe siècle, le roi Charles VII dut régler aux héritiers de Jean de Cambrai un paiement partiel. De plus, il demanda à 2 sculpteurs, Étienne Bobilet et Paul Mosselmann, la réalisation des pleurants manquants qui sont en albâtre alors que ceux commandés par le duc sont en marbre blanc. Chaque pleurant est debout avec un long manteau, une pèlerine et un capuchon sur la tête. On a ici le gisant du duc Jean de Berry. Donc un gisant, ça vient du verbe gésir, qui veut dire être allongé. C'est une personne allongée sur un tombeau. Donc vous l'avez vu à la cathédrale, il est en marbre. C'est beaucoup plus joli que ce que je vous montre ici, parce que ça c'est une reproduction en plâtre. Mais il est tout en marbre blanc, avec, et vous avez vu, des petites incrustations de marbre noir pour faire la robe d'Hermine, puisqu'il était quand même le fils du roi de France. Et donc, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est qu'à ses pieds, eh bien, il y a un petit ours. Et en principe, au pied d'un gisant, on retrouve théoriquement soit un lion, qui est le symbole de la puissance, de la force, ou alors on retrouve le chien, et souvent un lévrier, qui est le symbole de la fidélité. Ici, il n'y a qu'un seul gisant comme ça, c'est un unicum, c'est un petit ours. Alors on ne sait pas par les textes pourquoi il y a un ours, mais il y a différentes hypothèses. Ça peut être en hommage à Saint Ursin, premier évêque de Bourges, et puis l'ours, avant d'être détrôné par le lion, c'était aussi le symbole de la puissance, de la force. Alors vous l'avez vu sûrement beaucoup plus, ça se voit mieux sur l'original, mais ce petit ours, regardez, il est fleur-de-lysé, vous voyez, il a 2 fleurs de lys, symbole royal, mais il est muselé et enchaîné. Et bien là, on dit qu'il y aurait toute une symbolique, parce que le duc Jean de Berry aurait bien souhaité monter sur le trône de France, et il pouvait l'espérer, puisqu'il était le fils du roi de France.
Mais le problème, c'est qu'il était simplement le troisième des garçons. Hein. Et c'est donc son frère, Charles, qui va devenir Charles V, qui va prendre le pouvoir. Alors, ça, c'est les deux explications les plus plausibles. Hein. Mais il y a eu aussi une petite tradition, une petite légende. On dit que le duc Jean de Berry serait tombé amoureux d'une jeune fille. Hein. Et cette jeune fille, elle s'appelait, regardez, Oursine. Donc, il en aurait pris, vous voyez, les deux symboles, l'ours et le cygne. Hein. C'est ce qu'on voit en bas. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez ici la devise du duc Jean de Berry. Il avait comme devise Oursine, le temps viendra. Le temps viendra. Hein, alors il viendra où je serai peut-être roi de France, où la guerre de 100 ans sera terminée. Vous imaginez tout ce que vous voulez. Dans le porche de la Sainte-Chapelle, Jean de Berry alignait des curiosités comme des animaux empaillés, dont un crocodile qu'on disait avoir trouvé vivant dans les caves du palais. La palme de la bizarrerie revient à cet animal géant nommé Bria que décrit en détail l'historien Jean Chaumeau dans son Histoire du Berry.